Deuxième partie de notre émission et puis nous ferons le point sur le football ivoirien et marocain. Puis nous allons faire le compte rendu de la visite de M. Hamad Hamad à Abidjan. Parmi nos invités, nous avons bien entendu la fille du pays, Pauline Ekambi, ancienne grande basketteuse que je connais, j'ai vu jouer. Donc nous n'avons pas sélectionné d'images, mais vous jouez encore un peu, ça vous arrive, Pauline? Non, tu m'as vu jouer, j'avais 17 ans, t'imagines? Quel âge j'ai là? Tu vas te balancer mon âge là? Non, jamais je me permets. Attention, oui, non, non, je joue pas. Je connais pas ton âge alors, tu vois. Non, non, mais je peux le dire. Hein. Tu m'as connu, j'avais 17 ans, calcul. Bah, ça le vieillit aussi du coup. Mais ça le vieillit aussi du coup. Il était jeune. Oui, c'était une sacrée joueuse. Nous avons aux côtés de Pauline notre éditorialiste Saïd Afizi et puis bien sûr de l'autre côté donc, de la table, il y a Guillaume Mamo qui est conseiller sportif de la Côte d'Ivoire. Un petit mot aux internautes tout de suite. Alors, comment voyez-vous les trois représentants de l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde féminine? L'Afrique du Sud, le Nigeria et le Cameroun. Vous n'hésitez pas sur Facebook Africa 24 et Twitter avec le hashtag Africa 24. Le dossier maintenant de l'FC. Alors vous aurez compris, nous avons un Ivoirien et un Marocain avec nous et nous allons justement parler du football de ces deux pays. Alors tout d'abord la Côte d'Ivoire, après les Toué, Kalou, Drogba et autres. Que peut-on attendre du football ivoirien? Voyons tout d'abord ce sujet de la rédaction. Dossier signé Ange Bijou Nomenio. Autrefois classée parmi les favorites du continent, l'équipe ivoirienne de football est en passe d'être oubliée. En 2015, les éléphants ont offert un deuxième trophée à leur pays, 23 ans après le premier sacre à la Coupe d'Afrique des Nations 1992. L'équipe a fait parler d'elle grâce à des joueurs qui évoluaient pour la plupart dans les meilleurs championnats. Mais après 2015, les éléphants ont enregistré de nombreuses contre-performances. Le football, comme dans toutes les autres disciplines, c'est un problème de cycle. Et donc, il faut renouveler le cycle et il faut préparer la relève. Mais si ce n'est pas fait, il y a une rupture brutale qui fait que de là où on se trouve, c'est-à-dire le premier au classement Afrique, on peut retomber. La relève n'a pas été gérée efficacement. On était tiré entre problèmes de sélectionneur national. La Coupe d'Afrique des Nations 2015 a permis de confirmer de nouveaux talents et d'en révéler d'autres. Depuis 3 ans, l'équipe espère revenir en force avec des joueurs comme Salman Kalou, Gervinho Kouassi, Sérédier, Max Gradel, Serge Aurier, Eric Bailly ou encore Boni Wilfried. La relève est en train d'être préparée. Les joueurs ivoiriens, on en trouve 399 disséminés à travers les championnats du monde. Donc cette politique qui pourrait être efficiente et qui permettrait de retrouver les meilleurs. Au plan national, certaines anciennes gloires ont entrepris d'apporter un nouveau souffle au football ivoirien. C'est le cas de l'ancien défenseur Kolo Touré, devenu en 2017 entraîneur adjoint de la sélection nationale. Alors, je ne sais pas si Guillaume Mo sera d'accord avec vous, mais Saïd, j'ai l'impression que la relève est là. Totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, José. La relève est là. La relève est là au niveau du continent africain. Non, mais de la Côte d'Ivoire. Oui, de la Côte d'Ivoire au niveau du continent africain. La Côte d'Ivoire, en termes d'effectifs, c'est quasiment ce qui se fait de mieux. Quand vous avez un milieu de terrain, Gébamin, Kessié, Jean-Michel Seri, devant Wilfried Zaha sur une aile, vous avez Pépé à l'opposé. C'est une équipe qui est incroyable, la Côte d'Ivoire, sur le plan des individualités. Moi, je suis impressionné par cette équipe-là quand je vois la liste des noms. Après, en football, il n'y a pas que les noms, il n'y a pas que la liste des joueurs, il n'y a pas que l'addition des individualités. Il faut déjà un très bon entraîneur, parce que quand on prend Wilmots en sélectionneur, qu'on ne s'attende pas à des miracles. Et il faut déjà que tout le monde... Ibrahim Kamara, il fait l'affaire en ce moment. J'attends de voir encore, parce qu'il n'a pas encore fait face à de gros événements, de gros challenges sportifs. J'attends de voir. Là, pour l'instant, je laisse le temps au sélectionneur. Par contre, au-delà de l'entraîneur, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut que tout le monde tire dans le même sens. On sait qu'il y a des sortes de clans. On sait qu'il y a des gens qui ne s'apprécient pas forcément. On sait qu'il y a
X problèmes dans cette sélection-là. Alors nous allons écouter si tout le monde tire dans le même sens, moi je me fais aucun souci là-dessus, au niveau du renouvellement générationnel. Alors, il n'a pas dit en synthèse, mais on a compris que, comment il s'appelle, Saïd voulait parler de l'instabilité de ce football camerounais. Je suis juste impressionné par la vision de ce que vient de dire Saïd. Mais il dit ce qu'il sait, hein, c'est sa vision qu'il a sur le... Disons qu'il dit ce qu'il voit. Voilà, donc c'est un connaisseur, c'est quelqu'un qui est à l'extérieur, qui détecte ce genre de problème-là. Mais êtes-vous d'accord avec lui? Je suis totalement d'accord avec lui, mais au niveau de l'entraîneur... Mais en antenne, vous dites qu'il y avait des problèmes quand même, vous. J'ai toujours dit sur ce plateau, à toutes les émissions, qu'il y avait des problèmes au niveau de l'équipe de Côte d'Ivoire, depuis 2 ans. Et aujourd'hui, ben voilà, on se retrouve effectivement, comme il a dit, il y a beaucoup de problèmes d'ego et de personnes. Aujourd'hui, il y a un groupe de présidents, le GX, qui combat un autre groupe de présidents qui soutient le président de la fédération. Vous pensez que c'est politique, qu'il y a de la politique qui... Personnellement, pour moi, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on le voit dans d'autres pays, mais en Côte d'Ivoire, tout est politisé. Ce qu'on voit en politique, on le voit aussi dans le sport. Aujourd'hui, le président de la fédération... Le président de la fédération est combattu à tous les niveaux. Et aujourd'hui, il est combattu par un monsieur comme Roger Ognien, Roger Ognien qui est quand même le président de la SEC, qui a permis à toute une génération d'académiciens d'arriver à faire gagner l'équipe de Côte d'Ivoire. Pourquoi avez-vous laissé partir Hervé Renard? Parce que le Maroc donnait plus d'argent, peut-être, non? Personnellement, je suis fan d'Hervé Renard, je ne l'ai pas laissé partir. Mais c'est vrai que le président de la fédération, lui, l'a laissé partir parce qu'il y avait un problème déjà d'après Hervé Renard. On a l'impression qu'il ne se plaisait pas en Côte d'Ivoire. Pour répondre, il y avait un problème de communication. Enfin, il ne s'entendait pas avec le président de la fédération, d'après Hervé Renard. Voilà. Saïd, on a l'impression qu'il ne se plaisait pas en Côte d'Ivoire. C'est pas forcément le sentiment que j'ai quand je lis ses déclarations sur le pays. Moi, il a toujours parlé en bien de la Côte d'Ivoire, de l'accueil des gens. Moi, j'ai jamais entendu reprocher quoi que ce soit au niveau du pays ou du fait qu'il se plaisait pas. Par contre, effectivement, il y avait des discussions qui ont été menées après le sacre, etc., au niveau continental. Et lui, il avait aussi besoin d'un nouveau challenge. Il avait besoin justement de voir peut-être autre chose ou d'avoir un nouveau challenge. Mais je pense que si la Côte d'Ivoire aurait mis les moyens, que ce soit sur le plan financier ou au niveau des conditions humaines, des différentes conditions, je pense qu'ils auraient réussi à le retenir parce que vraiment, il aurait fait des miracles avec cette équipe-là, je pense. Je ne pense pas que ça soit au niveau financier, je pense que c'est plus par rapport à la politique. En fait, quand Hervé Renard arrive quelque part, quand il arrive dans un pays, il structure. C'est ce qui s'est passé là au Maroc. Voilà, il structure depuis les cadets, juniors, il structure vraiment. Et je pense que c'est quelqu'un qui travaille avec le cœur. Donc il a senti qu'il n'était pas compris, il a senti qu'il partait vers... Mais est-ce qu'on doit donner autant de pouvoir à quelqu'un qui arrive sur le territoire? Parce que d'ailleurs ça n'existe pas. Tant qu'il gagne au football, je pense que c'est dans tous les sports. S'occuper des cadets, des juniors, des seniors, c'est quand même... Non, pas lui personnellement, il va déléguer. Non, mais il délègue. C'est pas ce que j'ai dit, c'est qu'il organisait un sélectionneur et un DTN, son rôle c'est d'organiser, de donner une direction sportive et technique à tout son effectif. Il s'occupait de l'équipe nationale, il structurait. Je pense que c'était pas une question d'argent. Je pense que Hervé Renard sentait qu'il allait au conflit avec le président de la fédération et que l'atmosphère... C'est l'homme du président, voilà. Le président de la fédération. Pardon? C'est l'homme du président de la République. Oui, on peut dire ça, mais bon, enfin, je ne sais pas vraiment... Parce que c'est un proche, je veux dire. On pourrait dire ça, oui, mais... Je sais que vous avez beaucoup d'infos, c'est pour ça que je vous pose la question. Nous allons voir pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas gardé Hervé Renard avec Cheikh Omar Madaogo. Le vendredi 22 mai 2015, le Français Hervé Renard mettait officiellement fin à sa collaboration avec la Fédération ivoirienne de football. Un départ après une belle année à la tête de l'équipe. Et depuis, c'est le tâtonnement chez ses successeurs. D'abord Michel Dussuyer qui réussit à qualifier le pays pour la CAN 2017 avec le statut de tenant du titre mais ne parvient pourtant pas à franchir le cap des matchs de poule. Mais l'échec se poursuit et la Côte d'Ivoire semble toucher le fond avec Marc Wilmotte. Lui, avec une seule victoire, un match nul et 4 défaites,
ne parvient pas à qualifier la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Après des mois de flottement, la Fédération ivoirienne de football désigne en juillet 2018 Ibrahim Kamara, un local, comme sélectionneur des éléphants. Il représente donc un nouvel espoir pour le foot ivoirien après 3 ans de disette. Pauline, est-ce qu'il y a un duel entre vous et la Côte d'Ivoire? Un duel, c'est-à-dire Cameroun, sur le plan sportif entre Cameroun et Côte d'Ivoire? Oui, bah, je pense que oui, il y a un duel bien sûr, comme avec d'autres pays, évidemment. Non, mais j'étais en train de dire tout à l'heure en off, en écoutant le reportage là, sur la Côte d'Ivoire, ayant été moi-même ancienne sportive de haut niveau, on ne tient pas compte non plus de l'attachement, l'affect des joueurs vis-à-vis d'Hervé Renard et que ça a pu mentalement les affecter au point que derrière, le successeur doit être meilleur encore. Et faire oublier Hervé Renard. Donc, sur 2 points. Ça impacte sur la performance. Oui. Allez-y, Guy. Sur le premier point, au point affectif, c'est des joueurs qui sont professionnels, mais c'est vrai qu'on ne laisse pas partir un super entraîneur pour un entraîneur moyen. Donc on a eu du Soyer qui était pas mal, mais qui n'avait pas, je pense qu'il n'avait pas la main sur l'effectif, qui manquait de caractère, d'après ce que j'aurais entendu. Mais après, avec Marc Wilmotte, c'est vrai que là, sans appel d'offres, le dossier Wilmotte a beaucoup marqué les esprits. Oui, après, il faut se faire respecter au niveau des instances. Je veux dire, si je suis président de fédération et que je donne une directive et que je fais des choix qui ont une répercussion positive sur le football, effectivement, je pense que les internationaux se sont tirés concernés. Mais comme elle l'a dit, il y a eu quelque part un impact aussi sur la façon de la gestion. Ce sont des hommes avant tout, donc c'est très... Le lien affectif pour performer dans le sport est très important. Mais je pense que Hervé Renard était plus sur c'était un entraîneur pragmatique qui avait sa méthode et sa méthode marchait très bien avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ça marche bien pour lui. Alors, je ne me fais pas une fixation sur l'argent, mais il est à 60 000 euros par mois. C'est bien. C'est les chiffres qui sont communiqués et je pense même un peu plus que ça. Plus que ça, 80 000 là. Je pense qu'un peu plus que ça. Ouais. Même plus au-delà. Ouais. Donc il se sent bien au Maroc. C'est plus que les chiffres que vous avez cités. Ah ouais. Et il est très bien. Il est très bien déjà. Et la Côte d'Ivoire ne pourrait jamais peut-être lui donner ce. Comme je dis, c'est pas une question d'argent. C'est pas que oui, non, mais enfin, il faut pas le nier, ça joue quand même. Oui. La Côte d'Ivoire a toujours eu des sélectionneurs qui ont coûté beaucoup, même plus cher. Avec Eriksson, on va pas dévoiler les chiffres, mais la Côte d'Ivoire a toujours eu des entraîneurs qui ont vraiment coûté. C'est le projet après, nous, sportif ça fait 20 ans qu'on n'avait pas été à la Coupe du Monde. Hervé Renard, il arrive, quelques années après, il emmène le Maroc à la Coupe du Monde. Il a de bons résultats, il fait franchir le premier tour à l'équipe nationale, ce qui n'était pas arrivé depuis un certain nombre de temps. Il est apprécié humainement, il a une mentalité qui est une mentalité africaine et irréprochable. Il est carré dans son travail. Et au-delà de ça, au Maroc, il y avait beaucoup de choix au niveau des joueurs, beaucoup de choix qui était un peu biaisé par différentes commissions, différents problèmes. Et lui, là-dessus, il est incorruptible. Il a mis toutes les personnes qui tournaient autour de la sélection nationale, il les a éloignées, écartées. Ok. Nous allons enchaîner avec la visite justement du président de la CAF en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Les raisons, les explications justement d'Olivier Conan qui a suivi cette délégation. C'est officiel, la Côte d'Ivoire accepte d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 au lieu de la CAN 2021. Le président Alassane Ouattara a accepté le principe de glissement proposé par la CAF, Confédération africaine de football, après le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, parce que les infrastructures ne seront pas prêtes à temps. Le Cameroun récupère la CAN 2021, la Côte d'Ivoire celle de 2023 et la Guinée celle de 2025. La Côte d'Ivoire a accepté ce glissement par solidarité, selon le président de la CAF. Je remercie sincèrement le chef de l'État d'avoir pris en compte cet aspect de solidarité, que allons soutenir ce glissement pour que 2021, la CAN sera au Cameroun et la Côte d'Ivoire en 2023. La Côte d'Ivoire va maintenir le calendrier de construction des infrastructures de la CAN. 203 milliards de francs CFA sont prévus pour la rénovation et la construction d'infrastructures sportives et d'hébergement. Le ministre des Sports affirme que toutes les infrastructures seront prêtes à temps pour l'organisation de la CAN 2023. Et nous sortons d'une audience où le président nous a instruit
de poursuivre l'ensemble des travaux en cours pour que les délais soient tenus. Et nous allons nous y mettre avec le comité d'organisation, le COCAN, pour que toutes les infrastructures sportives et d'hébergement soient réalisées dans les délais. C'est en 2014 que la CAF a attribué l'organisation des Coupes d'Afrique 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée. En rappel, c'est l'Égypte qui a été choisie pour remplacer le Cameroun pour l'organisation de la CAN 2019 qui se déroulera finalement du 21 juin au 19 juillet 2019. Nulle part là-bas. Voilà, avant votre réaction, nous aurons une question à Pauline avec la fuite justement des joueurs et joueuses. Nous allons regarder le championnat du Maroc pour vous faire remarquer bien que le Wydad de Casablanca est en tête avec 30 points, 5 points d'avance devant l'équipe d'Hassania Agadir et troisième le Raja de Casablanca. À la dernière place, Kawab de Marrakech. Et puis pour la Côte d'Ivoire maintenant, nous allons voir le classement du championnat également avec SOA, c'est la société des armées, c'est bien ça, hein, Omnisport de l'armée. Omnisport de l'armée devant San Pedro, qui est toujours là, RC Abidjan est là, et Afad Djekano est à la 4e place. Je vous demanderai vraiment d'être au courant sur la visite de Hamad Hamad du côté de la Côte d'Ivoire. Je vais commencer par vous, Pauline. Vous étiez remonté invisiblement. Mais non, moi j'ai cru que c'était un sommet des chefs d'État africains. Voilà. J'ai dit, mais c'est qui tous ces gens-là politiques qui n'incarnent pas le sport et les sportifs et que je suis pas. Il y avait les ministres, le président voilà, de et moi je suis pas étonnée que ça n'avance pas au niveau du développement de la politique du sport parce qu'il faut connaître le sport, il faut avoir vécu le sport, il faut avoir grandi dans le sport, il faut avoir la culture du sport pour pouvoir développer et avoir des résultats. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment eu le sentiment qu'ils n'incarnaient pas du tout le sport, ces messieurs. Après, c'est mon avis. Guillermo. Moi, j'ai été plutôt déçu des propos de M. Hamad Hamad qui disait qu'en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de route et d'hôtel. Et en fait, on aurait pu organiser cette CAN 2021 si le gouvernement mettait les moyens nécessaires. Mais quand un président de fédération dit à la fédération, je discute avec les autorités directement, c'est-à-dire que M. Hamad Hamad va rencontrer les présidents pour décider quand est-ce qu'il va organiser une Coupe d'Afrique. Je trouve ça insensé. La Coupe d'Afrique appartient à la FIFA et non pas à la CAF. Oui, merci Guy. Saïd, je ne vous demanderai pas votre réaction, mais juste sur la fuite des cerveaux. Donc nous allons voir, j'ai pris 3 cas. J'ai pris Mbappé que nous allons voir en image. J'ai pris Tolisso, qui est togolais, lui, et puis j'ai pris Fekir, qui aurait pu jouer avec leurs pays respectifs. Vous pensez qu'il y aura beaucoup de fuites de cerveau encore? Même en basket, il y en a. Fuite de cerveau, c'est pas vraiment des fuites de cerveau, puisqu'ils ont grandi, ils sont nés ici. Ils ont le choix, effectivement. Il y a beaucoup de binationaux aussi qui viennent donner un coup de main à l'Afrique et qui viennent apporter leur talent et leur plus-value. Mais à l'opposé, je n'appellerais pas ça une fuite de cerveau, parce que quand les binationaux viennent justement ici, c'est pas une fuite de cerveau non plus. Ils ont le choix entre les deux. Et c'est le cerveau appartient à 50% à l'Afrique comme il appartient à 50% à l'Europe ou à d'autres pays. Pauline, juste 2 mots parce que nous avons fini dans cette deuxième partie. Il y a aussi les filles. Hein. Vous avez une Camerounaise aussi aux États-Unis qui risque de jouer avec les... Elle est déjà dans Team USA U20, c'est-à-dire U17, pardon, championne du monde des jeunes. C'est Fran Belibi. Ses parents sont camerounais. Elle est née aux États-Unis et chaque match de high school, elle dunk à chaque match à 1m85, 17 ans. Donc, et elle mesure combien? Tout le monde la veut là-bas, les collèges les plus prestigieux. Elle est à ma taille, donc 1m85. Ah ouais, elle est grande. Et à chaque match, c'est la méga star. Et il y a évidemment d'autres talents d'Afrique qui sont dans les collèges américains, mais elle, notamment, elle est américaine. Nous avons une grande basketteuse aussi à notre régie, elle s'appelle Mathilde. Peut-être un jour, nous allons vous la présenter sur le plateau. Bonjour, On se retrouve juste après la pause.